On continue ici pour cette toute dernière session de conférence sur cette salle-là, donc dans la salle pour vous également, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul flux pour les gens qui sont chez eux. On ne vous oublie pas, jamais, à aucun moment. Et on termine ici sur cette salle avec, du coup, Perrine qui est avec nous. Bonjour Perrine. Bonjour. Du collectif ECHO. Alors, on va parler écologie, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on avance, plus on a des informations sur des gestes, des choses. On se rend compte que, malheureusement, il y a toutes sortes de pollutions. Même aujourd'hui, lorsqu'on regarde Netflix, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on fait de l'empreinte carbone, etc. Donc, c'est vrai que tous ces questionnements, on les a partout, également lorsqu'on veut faire du e-commerce. D'ailleurs, je le dis tout de suite, e-commerce, il y a quand même un nom qui est sympa. Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion. Bref, donc, est-ce qu'on peut faire un e-commerce soucieux de l'homme et de son environnement? Perrine, je t'en prie. Et la réponse est oui, j'espère. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis un peu impressionnée, c'est ma première intervention pour ECHO en physique. D'habitude, je fais ça plutôt en virtuel, hein, depuis le Covid, ça a quand même facilité les choses. Je vais commencer tout de suite à dérouler les slides. Et pour commencer, juste quelques petits mots sur moi. Je m'appelle Perrine Tanguy. J'ai un petit peu moins de 15 ans d'expérience dans le e-commerce, avec sur des fonctions plutôt acquisition de trafic, marketing digital. Et depuis 2019, je suis à mon compte. Je donne du conseil en stratégie digitale et e-commerce responsable. En 2019, ça a été une année de questionnement. J'ai remis en question mon métier, d'abord en m'intéressant aux impacts du numérique. J'ai découvert, je ne sais pas si vous saviez, que le numérique était responsable déjà en 2019 de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est un petit peu plus que l'aviation. Voilà, c'est bien de le garder en tête. En fait, le e-commerce, c'est du numérique. Donc je me disais, ok, donc si le numérique c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qu'est-ce que le e-commerce? Et c'est quoi les impacts? Et à l'époque, on n'en parlait pas. On ne parlait pas du tout des impacts que le e-commerce pouvait avoir. Donc, je me suis renseignée sur le sujet. Il n'y avait pas grand-chose sur le sujet, mais j'ai intégré le collectif Green IT, qui est un collectif qui est assez pionnier en ce qui concerne le numérique responsable, puisque ça fait 18 ans maintenant que son fondateur, Frédéric Bordage, alerte sur les impacts du numérique. Voilà. Et j'ai, à cette époque-là aussi, parce que je trouvais que le numérique responsable était un sujet plutôt pour un public averti, et qui pour moi concernait le grand public, parce que tout le monde est concerné par le numérique, j'ai créé un podcast qui s'appelle Déclic Responsable, pour sensibiliser le grand public aux impacts du numérique. Pas que environnementaux d'ailleurs, les impacts. Tu parlais tout à l'heure d'écologie, mais en fait, il y a des impacts aussi sur la société, sur notre santé. Voilà, il y a toutes sortes d'impacts. Donc ce podcast-là, il a pour vocation de sensibiliser sur ces impacts et aussi de donner des exemples d'initiatives positives pour contrer ou du moins réduire les impacts que le numérique peut avoir. Voilà. Et puis, surtout sur le sujet du e-commerce, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comme il n'y avait pas d'informations sur le sujet et qu'il n'y avait pas d'initiative non plus sur le sujet du e-commerce et des impacts du e-commerce, je me suis dit que toute seule, j'allais pas y arriver, il fallait quand même soulever des montagnes. J'ai fait appel à des gens pour créer un collectif qui est devenu le collectif ECHO, e-commerce responsable, et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, qui est ECHO? C'est un collectif de professionnels. On est à peu près une trentaine de membres, tous issus du secteur du e-commerce, dans des métiers divers et variés, hein, que ce soit comme moi, marketing digital, acquisition de trafic, mais il y a aussi des métiers, des personnes qui sont issues de métiers dans l'infrastructure, le développement, le web design. Voilà, on a un peu tous les métiers du e-commerce qui sont représentés dans le collectif.
Et on s'est donné pour objectif d'imaginer un avenir plus durable du e-commerce. Donc notre mission, elle se compose en 4 volets. La première mission, c'est d'éveiller les consciences du secteur, des professionnels du e-commerce, donc vous. Donc je coche une petite case aujourd'hui avec vous, puisque voilà, on est en train de remplir cette mission de sensibiliser le secteur. Et j'en profite pour remercier l'équipe d'organisation du salon pour l'opportunité de prise de parole. La deuxième mission, c'est de sensibiliser et de donner une liste de bonnes pratiques. Et cette liste de bonnes pratiques, elle va bientôt voir le jour sous la forme d'un livre blanc. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Troisième mission, c'est de répondre au paradoxe des marques qui ont déjà une démarche responsable dans leur offre aux produits, mais qui n'ont pas forcément réfléchi au e-commerce, qui est pourtant, pour beaucoup, le moyen principal de vendre leurs produits. Voilà. Et puis, quatrième mission, c'est de tenter de dissocier les actions e-commerce à vocation durable des effets d'annonce. Sans donner d'exemple, on a beaucoup, on entend pas mal parler d'annonces e-commerce responsables qui sont assez proches finalement de greenwashing. Et nous, on essaie d'avoir un discours justement assez presque scientifique pour justement éviter tout risque de greenwashing. Voilà. Alors, le constat. La genèse de ce collectif, je vous ai expliqué, c'était d'abord de se rendre compte que le numérique était responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est important, je vous le dis, et je ne l'ai pas mis là sur la slide, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que 80% de l'impact du numérique aujourd'hui, il est lié à la fabrication de nos terminaux. Donc par exemple, pour un ordinateur là de 2 kg, je ne sais pas si vous savez ce que ça mobilise en termes de poids en ressources. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Non. C'est énorme. C'est 800 kg de ressources. Parmi les 800 kg, il y a, de mémoire, si je ne me trompe pas, 200 kg de minéraux, de métaux rares, 400 kg d'énergie fossile qui sont mobilisés, et sans compter plusieurs milliers de litres d'eau douce. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres que vous voyez à l'écran sont des chiffres qui vont concerner plutôt l'impact carbone. Sauf que le numérique et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le e-commerce, il a des impacts non seulement carbone, mais aussi des impacts sur la biodiversité, les ressources abiotiques et l'eau. Et c'est important de garder ça en tête. Parce que, encore une fois, 80% de l'impact du numérique, il est lié à la fabrication de nos appareils. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que, je vous ai dit le nombre de ressources qu'il faut mobiliser pour fabriquer cet ordinateur-là. Parmi les ressources, on retrouve beaucoup de métaux rares. Le lithium en fait partie. Et dans métaux rares, il y a rare. Et il y a quelques experts qui disent que dans quelques années, si on continue comme ça de consommer le numérique tel qu'on le consomme aujourd'hui, c'est-à-dire de renouveler notre parc d'ordinateurs tous les 2 ou 3 ans, de renouveler nos smartphones tous les 2-3 ans, eh bien d'ici 1 à 2 générations, il n'y a plus de métaux rares, il n'y a plus de numérique, il n'y a plus de e-commerce. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. Mais c'est important de garder ça à l'esprit parce que moi, tout mon engagement, il est basé sur ça, en fait. Parce que tout ce que je vais vous dire à la suite, c'est... Je veux surtout pas que vous pensiez que j'ai un discours anti-e-commerce, anti-numérique. Non, pas du tout, au contraire. Si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est justement pour essayer de sauver, entre guillemets, le numérique, qui est une ressource incroyable, qui permet de nous faire des choses, mais incroyables, qui permet de nous faire du business, du e-commerce. Et si demain, la génération de mon fils, par exemple, ne peut plus acheter de choses en ligne ou ne peut plus se servir du numérique comme aujourd'hui on l'utilise,
ben, moi je trouve ça dramatique. Donc l'idée, c'est d'une part d'être alerté et sensibilisé à ces chiffres pour derrière pouvoir se remettre en question et se dire « Ok, on est au courant de ces chiffres, maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, pour revenir à ma slide, ces indicateurs-là, encore une fois, concernent l'impact carbone. Malheureusement, on n'a pas d'autres indicateurs puisqu'il n'existe pas d'études ACV. ACV, c'est analyse de cycle de vie. Et une étude ACV permet non seulement de dégager du coup l'impact carbone d'une activité, mais permet aussi de connaître l'impact sur les autres ressources, type ressources abiotiques, eau, biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'étude ACV publique sur le e-commerce. On sait qu'il y a quelques e-commerçants qui ont fait des études ACV, mais qui n'ont pas rendu public. Donc je n'ai pas d'autres chiffres que ceux-là à vous communiquer aujourd'hui. Et c'est des chiffres en plus qui concernent 2019, l'année 2019 en France. Un achat, c'est en moyenne 15 pages visitées et c'est 9900 tonnes par an de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 1347 tours du monde en voiture. Ça, ce sont des chiffres qui ont été calculés par Frédéric Bordage, qui est le fondateur du collectif Green IT dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce sont des chiffres qui ne concernent que la partie hébergement des données, l'infrastructure des sites e-commerce. Elle ne concerne même pas, donc on n'y compte même pas la partie transport, la partie, je ne sais pas, vos publicités par exemple en ligne, etc. Voilà, ça c'est le constat. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, on se pose des questions. Et pourquoi est-ce qu'il faut se poser des questions? Eh bien, d'une part, pour répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus des consommateurs qui sont sensibilisés au sujet du réchauffement global, au sujet de société, et qui attendent des marques une démarche responsable. C'est aussi questionné pour mieux répondre aux attentes des e-commerçants. Je ne sais pas si vous étiez à Monaco au mois de mars au one-to-one, moi j'y étais pas, mais la FEVAD a donné quelques chiffres qui étaient intéressants, et notamment ce chiffre que je trouve très intéressant. Les investissements prioritaires des e-commerçants en 2023 porteront principalement, enfin la première source de dépenses portera sur la RSE. Enfin, questionner, ça nous permet aussi d'identifier des meilleures pratiques. Puisque voilà, les meilleures leçons sont celles que l'on tire à la suite de remise en question. Donc, je vous parlais tout à l'heure de notre mission de regrouper des bonnes pratiques pour un e-commerce plus durable. On est en train de finaliser un livre blanc qui regroupe ces bonnes pratiques et qui va vous aider à vous interroger sur vos pratiques de e-commerçant. J'aurais aimé le sortir pour aujourd'hui et pouvoir le lancer officiellement avec vous. Malheureusement, on n'est pas prêt encore. On est en train de peaufiner les derniers détails. Je vous ai mis un QR code ici que je vous invite à flasher qui redirige vers un questionnaire voilà, où on vous demande juste votre adresse mail et on vous enverra un petit email quand le livre blanc sera disponible. C'est un livre blanc qui sera disponible au téléchargement gratuitement. On est un collectif, on n'est pas encore une association, mais on est en train de se monter en association. On n'a pas du tout d'enjeux financiers, de business model. On est juste là parce qu'on est engagé pour la cause et qu'on a envie de faire avancer les choses. Parmi les sujets qu'on aborde dans le livre blanc, on essaye d'aborder tous les sujets et tous les métiers liés au e-commerce. Et bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'offre produit pour avoir discuté un peu avec des e-commerçants, et parmi lesquels des gros e-commerçants pour le coup, et qui ont fait cet exercice de bilan carbone par exemple. Alors encore une fois, le bilan carbone, ça a ses limites parce que
je parlais tout à l'heure d'une étude ACV qui, elle, va regarder un peu plus loin que le carbone, mais qui va regarder les impacts sur l'eau, la biodiversité et les ressources abiotiques. Bref, le e-commerçant en question que j'ai en tête me disait que dans leur bilan carbone, 90% de leur impact, il est sur l'offre produit. Donc nous, ce qu'on vous invite à faire concernant votre offre produit, c'est de vous interroger sur est-ce que cette offre produit que vous proposez, est-ce qu'elle est responsable et durable? Est-ce qu'elle est fabriquée localement? Est-ce que, toujours sur le sujet de l'offre produit, est-ce que vous avez des pratiques tarifaires qui sont justes? Est-ce que, par exemple, c'est une bonne chose de continuer à participer tous les 2 mois à des ventes privées? On vous invite aussi à vous interroger sur la fin de vie de vos produits. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients aujourd'hui pour la fin de vie de leurs produits, enfin de vos produits? Est-ce que vous proposez des services de réparation? Est-ce que vous proposez du recyclage? Est-ce que vous proposez aussi de la seconde main? Ça, on voit beaucoup fleurir aujourd'hui des initiatives de seconde main sur les sites e-marchands. C'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Après, il y a aussi des revers à ça. C'est aussi pour ça qu'on vous invite aussi à vous interroger sur des nouveaux modèles comme l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Un nouveau modèle comme la location aussi. Il y a de plus en plus de e-commerçants qui le font et c'est très bien. Je pense notamment à Decathlon qui permet de louer des vélos pour les enfants qui grandissent bien trop vite. Et ils ont raison de le faire. On n'a pas besoin d'acheter un vélo tous les ans à nos enfants. On vous invite aussi à vous interroger sur vos invendus. C'est un vrai problème aujourd'hui, les invendus en e-commerce. Voilà. On vous invite aussi à vous interroger sur votre communication. Voilà, ça couvre beaucoup de sujets. Parmi les sujets, on parle dans ce livre blanc de l'inclusion et de la diversité dans vos messages. On parle aussi de sobriété éditoriale. Je ne sais pas, par exemple, si vous envoyez 4 newsletters par semaine, est-ce que vous avez vraiment besoin de le faire? Voilà, on parle aussi d'email. On parle aussi de votre mix trafic et de l'éventuelle dépendance que vous pouvez avoir aux GAFAM. Est-ce que peut-être dans un mix trafic non équilibré avec beaucoup de Google Ads, on n'aurait pas intérêt à plutôt travailler son référencement naturel? On parle aussi de Digital Analytics, qui est un vrai sujet d'actualité, avec le passage à GA4 bientôt. Et du coup, qui peut vous faire vous questionner sur l'utilisation de GA, qui par ailleurs toujours pas conforme au RGPD, je rappelle. On vous fait vous interroger aussi sur le big data et la sobriété des données. Il y a un article qui est paru aujourd'hui dans le journal du net sur le gaspillage analytics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Alors je l'ai parcouru très rapidement, mais c'est intéressant parce que nous, on a ce discours de dire, d'une part, pour protéger le consommateur, eh bien, il faut protéger sa vie privée et donc adopter ce principe de minimisation de collecte de données. Donc ça, c'est plus voilà, dans un objectif de protection un peu du consommateur. Mais ce que l'article, le sujet dont l'article parle sur le gaspillage analytics, là, il est intéressant parce qu'il touche le business. Je vous invite à le lire si vous le voyez passer. Puisqu'il dit qu'il y a énormément de dirigeants qui se noient totalement dans un amas de données monstres et qui est tel qu'en fait, ils ne savent plus où donner de la tête et qu'ils ne savent plus lire les données et que finalement, ils en viennent à prendre des mauvaises décisions business. Voilà, donc là, c'est intéressant parce que, voilà, encore une fois, nous, on est dans ce discours de dire, bon, soyez sobre dans la façon dont vous collectez des données parce que, d'une part, ça a un impact sur l'environnement d'héberger toutes ces données et puis ça a un impact aussi sur vos utilisateurs.
Mais il y a aussi cette partie, en fait, soyez sobre aussi, parce que vous n'avez peut-être pas besoin de collecter autant de données et votre business s'en portera pas plus mal, quoi. On parle aussi de display et d'empreinte environnementale de la publicité en ligne. Et puis, on parle aussi d'influence marketing. C'est un vrai sujet d'actualité, celui-là aussi. Voilà, puis entre autres sujets. Là, vraiment, je balaie tous les sujets qu'on aborde dans le livre blanc et sur lesquels vous pouvez vous interroger dès aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, on s'intéresse à la partie site, un peu la maison, les murs de votre activité e-commerce, avec une interrogation, un questionnement sur le choix de votre plateforme e-commerce. Choix de la plateforme versus site sur mesure. On entend pas mal parler aussi en ce moment de CMS headless, d'éco-conception de sites web, bien évidemment. En termes de design, on va parler de design attentionnel, un design qui va éviter les dark patterns, ce qu'on appelle donc les dark patterns, qui sont les biais cognitifs. Je prends un exemple tout bête, j'achète un billet de train sur le site de la SNCF, on me dit plus qu'un billet à ce tarif. Ça, c'est clairement un dark pattern, en fait. On m'incite à vite consommer, tout de suite, là, maintenant. Ça peut être bien en termes de business, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On vous fait vous interroger aussi sur l'accessibilité. Est-ce que votre site est accessible à tout le monde ? Et typiquement, est-ce qu'il est accessible aux personnes non-voyantes ? On vous fait vous interroger sur l'infrastructure de votre site, l'hébergement. Il y a vraiment plein de sujets. On vous fait vous interroger aussi sur votre logistique et évidemment sur la partie transport. À quel transporteur est-ce que vous faites appel ? Votre packaging, est-ce qu'il est minimaliste ? Est-ce qu'il est responsable ? Aujourd'hui, il y a des services de packaging réutilisables. Je pense à Eeply, par exemple, ou Living Packets, voilà, qui peuvent être des solutions intéressantes. Vos services de livraison, les retours aussi. Et là, on dénonce un peu l'effet un peu boomerang des retours gratuits. Et puis la relation client, qu'il faut toujours choyer. Et puis parmi les autres sujets sur lesquels on vous fait vous interroger, il y a votre distribution. Est-ce que c'est une distribution directe ? Est-ce que vous passez par des marketplaces ? Et il y a aussi, bien sûr, les nouvelles tendances, puisque le e-commerce n'est pas en reste sur ces sujets, et notamment le Web3 et le métaverse, et tout ce qui est outils d'IA générative. Et bien d'autres sujets. L'idée, c'est vraiment de vous dresser un portrait global de tous les impacts que tous nos métiers de e-commerçants peuvent avoir. Et des impacts pas seulement environnementaux, des impacts aussi sur la société. Je parlais tout à l'heure d'inclusion ou d'accessibilité de votre site. Bien sûr que votre objectif principal, c'est le business. Ça, on en est tout à fait conscient. L'idée, c'est pas du tout de remettre en question ça. Donc probablement que toute cette liste de bonnes pratiques ne pourra pas être mise en place, mais tout est une question de compromis. Voilà, est-ce que j'envoie 4 emails par semaine ou est-ce que je me restreins à 2 ? Qu'est-ce que ça fait sur mon business ? Voilà, l'idée c'est vraiment déjà de vous questionner, et puis ensuite de vous donner, en fait, dans ce livre blanc, on vous donne vraiment des listes, des pistes très concrètes et des alternatives à ce qui existe, voilà, pour pouvoir aller plus loin dans votre démarche si vous avez envie d'entreprendre une démarche de e-commerce responsable. Voilà, j'ai
terminé. Je crois qu'il me reste 12 minutes, donc ça veut dire qu'il reste 12 minutes pour la partie questions-réponses. Merci. Merci. Non, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? J'essaye de retrouver, moi, la page internet que j'ai perdue pour pouvoir lire vos questions chez vous, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais savoir si vous aviez 3 conseils à mettre en place assez facilement, rapidement, qui auraient le plus d'impact. Quels seraient-ils? C'est pas facile. Hein. Non, mais je dirais peut-être déjà se pencher sur l'offre produit parce que c'est celle qui va être la plus impactante. Donc, ouais, si je reviens sur l'offre produit, essayez de la repenser, essayez de tracer votre production, de proposer plus de transparence aussi à vos consommateurs sur cette production, d'essayer autant que faire se peut de la fabriquer localement. Ouais, je pense que je me concentrerai d'abord sur l'offre produit avant d'aborder peut-être les autres sujets. Ok, mais quand vous dites réfléchir sur son offre produit, c'est-à-dire garder uniquement les produits qui se vendent le mieux, enfin réduire le catalogue ou voir les produits qui ont le plus d'impact environnemental, c'est ça? Alors, bien sûr que je ne vais pas vous dire ton best-seller, c'est un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde. Non, en fait, supprime-le. Non, c'est pas possible. tu me diras que ce ne sera pas possible pour ton business et tu auras raison. Mais non, c'est plus d'interroger justement ton offre produit. Est-ce que justement, tu es en train de parler de catalogue qui est trop gros, trop vaste. Est-ce que tu n'as pas intérêt à le réduire à justement une offre produit plus sobre pour le coup, plus juste, avec des produits, alors, des best-sellers, mais aussi des produits qui, et peut-être que parmi tes best-sellers, tu auras de la fabrication locale. Enfin voilà, essayer d'avoir une réflexion sur ton offre produit, ton catalogue produit, déjà de savoir est-ce que toi, tu es capable de dire mon offre produit, je sais où elle est fabriquée, par qui, et je suis capable de le dire aussi à mes clients, tu vois, d'avoir cette démarche déjà comme ça sur ton catalogue. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça va, merci. Ça va. Oui. Oui, j'avais une question. Donc, un livre blanc, s'interroger, c'est bien, mais en fait, c'est une première démarche. Est-ce que vous comptez aller plus loin? C'est-à-dire que proposer des alternatives, est-ce que ça veut dire aussi faire un répertoire peut-être aussi des solutions? Exactement. Il y a pas mal de startups qui se lancent aujourd'hui dans ces univers. Est-ce que ça fait partie des choses que vous souhaitez mettre en... Oui. Voilà. Okay. Ouais, en fait, justement, le livre blanc, je disais tout à l'heure, il regroupe les bonnes pratiques et il propose des pistes alternatives. Donc, vous avez raison, tu as raison. En fait, c'est non seulement un livre blanc de bonnes pratiques, mais c'est aussi un répertoire avec les solutions qui existent déjà. Puisque, effectivement, il y a pas mal de petites d'initiatives qui fleurissent dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de livre blanc qui regroupe tous ces acteurs. Donc l'idée, c'est aussi de répondre à cet objectif. Ouais. J'ai une question par rapport à la communication. Il y avait une ligne qui m'interrogeait. C'est que on n'a pas seulement parlé de l'impact carbone ni environnemental, mais aussi sociétal. Il y avait aussi c'était juste une petite phrase qui était sortie, mais je l'ai retenue. Et en fait, quand je vois l'influence marketing en dernière ligne, est-ce qu'on parle d'environnement ou justement qu'est-ce que ça veut dire cette ligne en fait? Ouais, c'est simplement qu'il y a de plus en plus de e-commerçants, et ils ont raison de le faire, qui font appel à des influenceurs pour communiquer sur leur activité.
C'est bien d'un point de vue business, je pense. Sauf qu'il y a des dérives quand même au niveau de l'influence marketing. Et on est tous au courant des dérives de certains influenceurs qui vont communiquer sur une offre produit justement qui n'est pas du tout responsable. Donc en ce moment, il y a une loi qui est en train d'être revue par le Sénat pour essayer de régulariser un peu l'activité des influenceurs et de l'influence marketing. Nous, on souhaite justement aller dans ce sens et alerter les e-commerçants sur faire de l'influence marketing. Yes, ok, c'est très bien, ça marche, mais juste faites attention aux influenceurs sélectionnés. Et comment est-ce qu'eux vont communiquer sur votre offre produit? Comment est-ce que vous avez besoin, par exemple, de les inviter à l'autre bout du monde pour un seul week-end pour parler de votre produit? Bon, peut-être pas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de questionner, de faire en sorte que les e-commerçants se questionnent aussi sur cette activité d'influence marketing. Comment est-ce qu'ils travaillent l'influence marketing aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels ils pourraient s'améliorer? Je laisse toujours un petit temps, tu sais, avec du silence comme ça, parce que là, très souvent, il y a quand même un moment, une question qui arrive. Dernière chance. Eh bien, écoutez, merci énormément, Perrine. C'était extrêmement intéressant du collectif ECO. Merci beaucoup si vous avez eu le temps pour le livre blanc. Merci beaucoup. C'était Perrine du collectif ECO pour e-commerce Connect. Merci beaucoup.